il y aurait quelque part quelqu'un, je serai là à suivre tes pas. J'aurai toujours avec moi la force, celle que je sais me cultiver ici-bas. J'aurai toujours bien assez de temps pour te guider, te donner le pas. Il y aurait quelque part quelqu'un, toujours et tout au long du chemin. Il y aurait quelque part quelqu'un, je serai là à suivre tes pas. J'aurai toujours avec moi la force, celle que je sais me cultiver ici-bas. J'aurai toujours bien assez de temps pour te guider, te donner le pas. Célina Ramsauer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être dans notre émission Humain passionnément. On vient de découvrir un extrait d'une chanson de votre répertoire. De quoi s'agit-il tout d'abord? C'est une chanson qui s'appelle Je serai, qui fait partie de l'album Transmission, du précédent album, du 7e album. C'est un projet qu'on avait monté avec le Constellation Brass Band. Jean-Michel Germanier avait refait des arrangements pour qu'on puisse les adapter justement au brass, à mes musiciens, à moi-même. Et du coup, c'est un spectacle qu'on a donné une seule fois ici dans la salle polyvalente de Comté. On aimerait bien évidemment vous entendre plus, mais moi j'ai envie de vous connaître un petit peu mieux parce que vous êtes auteure, compositrice, interprète, accordéoniste de renom bien sûr, comédienne et productrice. Eh bien, c'est des titres qui valorisent quand même votre personnalité. Et vous nous accueillez d'ailleurs dans un espace ici qui vous convient à merveille. Où sommes-nous? Alors effectivement, on est ici à l'espace VIP de la salle polyvalente de Comté. C'est un endroit que j'aime énormément parce que j'y venais il y a 30 ans pour y découvrir des spectacles avec mes parents, mes frères et sœurs. Je me rappelle d'ailleurs avoir vu Sim, qui reste vraiment gravé dans ma mémoire. Et aujourd'hui, je m'occupe en partie de la programmation de cette salle polyvalente. Nous avons monté une association qui s'appelle Comté Show et qui gère justement les saisons culturelles de cette nouvelle salle polyvalente de Comté. Alors, on va venir un petit peu sur vos origines, mais je précise également à nos téléspectatrices et téléspectateurs que vous êtes engagés pour différentes causes caritatives et notamment celle des ayant trait aux enfants. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais revenons à votre enfance particulièrement. Je crois qu'à 4 ans, vous avez déjà découvert l'accordéon, je crois. Oui, effectivement. J'ai eu la chance de pouvoir très tôt avoir cet instrument dans les bras. Je me suis rendu compte des années plus tard que mon grand-père maternel aurait rêvé de pouvoir jouer de l'accordéon. Quand il m'a vu avec un accordéon dans les bras, il a pris sa revanche. Lui, il n'avait pas pu en faire parce que ses parents n'avaient pas les moyens de pouvoir lui offrir de jouer de cet instrument. Et du coup, quand je l'ai appris, c'était d'autant plus significatif pour moi de me retrouver. Oui, ça vous a réchauffé le cœur, je présume. À fond, ouais, c'était vraiment hyper important. C'est drôle parce que finalement, j'ai grandi avec cet instrument sans jamais me poser la question de savoir si j'allais en faire mon métier. C'est vraiment, et je dis souvent, c'est vraiment comme un compagnon. C'est vraiment la seule, allez, on va le dire, la seule personne qui connaît tout de moi. Je ne suis pas sûre encore de tout connaître de lui, mais il connaît vraiment... J'ai passé toutes les étapes avec cet instrument dans les bras. Alors, à l'âge de 8 ans, c'est assez extraordinaire, vous avez commencé à vous produire en public, vous êtes jeune, et n'était-ce pas peut-être le signe inné de vos capacités pour commencer si jeune votre carrière? Alors, je ne sais pas, je ne me suis jamais trop posé la question, mais ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que mon grand-père était propriétaire en caveur, il livrait son vin en Valais, mais on pouvait aller jusqu'à Zurich, Berne, et du coup, il a décrété à un certain moment que chaque fois qu'il me prenait avec pour aller livrer son vin, ben moi, je jouais de l'accordéon et je chantais dans les bistrots où on était. Donc, ça a été en quelque sorte mon premier public, une école de vie incroyable. Et puis, en parallèle, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un spectacle qui a été monté pour les championnats du monde de ski à Crans-Montana en 1980 quelque chose.
C'était un grand spectacle qui était mis en place par le Coccinelle Band et l'Académie de danse Silet Faust. C'est d'ailleurs à ce moment-là que notre amitié, une amitié très très forte, a commencé avec Silet Faust. C'est là que j'ai connu mon premier track. Et pour moi, ma première scène, c'est vraiment la vraie scène, une grande scène. C'est vraiment à ce moment-là que je l'ai vécu. Alors vous avez produit par la suite votre premier album, également fondé votre propre société de production. Tout cela demande une énergie, tout cela demande un prix également, sans demander des chiffres, mais je crois qu'il faut quand même savoir qu'on ne peut pas créer sa propre boîte de production sans avoir un petit pécule. J'ai eu de la chance d'être passablement épaulée dès le départ. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu énormément de gens qui ont cru en moi. C'est sûr qu'au début, ma famille, a commencé par ma famille, qui a investi un peu d'argent. Et puis, moi, je venais de terminer mon CFC de dessinatrice en architecture. Donc, j'avais quand même aussi des sous de côté. J'ai fait entre la transition entre la fin de mon diplôme et le début de cette grande aventure. J'ai fait pas mal de petits boulots, etc. Et tout ça a fait que, effectivement, j'ai pu mettre en place mon premier album, j'ai pu mettre en place un deuxième album. À un certain moment, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a mis en place, grâce à un ami, Jean-Marc Genier, qui a eu cette excellente idée de dire mais ce serait bien de monter un cercle d'amis, le cercle des amis de Célina, qui a une vingtaine d'années aujourd'hui et qui rassemblait au départ des gens de la région, des gens comme Rita Salamin, comme Serge Sierro, qui ont donné, comme Jacques Cordonnier, qui ont donné tous un grand coup de main et qui sont restés très fidèles tout au long des années. Des fans de vous en réalité. Alors, si on peut dire ainsi. Beaucoup de gens qui ont cru en moi et qui ont cru en toutes ces étapes finalement, comme on disait, le fait de monter sa propre production, le fait de monter ses propres éditions. C'était pas rien et tout le monde m'a fait confiance. Dès vos débuts, j'imagine que vous avez senti ce vent vers la réussite. Parce que je crois, qu'en vous connaissant un petit peu, vous avez une très belle confiance en vous. Alors, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En tout cas, vous n'avez pas l'air de ne pas avoir confiance. Je suis très très dure avec moi-même. C'est rare que j'arrive à sortir de scène en me disant waouh, c'était la soirée parfaite. Et je vais plutôt aller chercher le détail et comprendre pourquoi sur tel morceau ça a pêché un peu ou etc. Non, c'est beaucoup de travail, tout ça. C'est énormément de travail. On dit 10% de talent et 90% de travail. J'y crois énormément. Mais en même temps, ce travail est mené par la passion. Et c'est là où, encore une fois, j'ai énormément de chance d'avoir pu grandir dans une famille où on m'a laissé grandir avec cette passion. On aurait pu me dire, imaginer mes frères et sœurs qui avaient la chambre à côté de moi quand je tapais des heures et des heures d'accordéon. Ils ont été bien gentils de part. Le jour où j'ai dit non, je veux pas faire de conservatoire parce que je suis entièrement autodidacte, mais que j'ai dit de toute façon je veux continuer à chanter. Mes parents ont été hyper compréhensifs et tout au long, encore aujourd'hui, j'ai tout à coup des idées comme ça qui arrivent et quand j'ai une idée, alors par contre c'est peut-être ce qui fait ma caractéristique, c'est que quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. Si je sens, je suis très instinctive. Du coup, si je sens qu'il faut le faire, qu'il faut aller vers ce projet, je vais trouver toutes les solutions pour y arriver. Dites-moi, Célina, pourrait-on imaginer que vous faites quand même des jaloux et des jalouses? Vous n'avez pas fait le conservatoire, il y a des personnes qui le font, qui mènent leur vie tambour battant pendant 4-5 ans, voire plus, pour réussir. Et puis vous, par votre talent, vous percez. Il y a quand même quelque chose à dire. Au fond de vous-même, c'est quand même réjouissant. Ouais, oui. Après, je réfléchissais à... C'est toujours un mot qui me fait sourire. Qu'est-ce que ça veut dire que percer? Percer, déjà, le mot est très étrange.
Après, vous parliez de facilité, et comme je l'ai dit, non, c'est pas une facilité innée, c'est pas... C'est un travail. C'est juste une régularité, en fait, j'ai envie de dire, sur une durée. J'ai fêté l'année passée mes 30 ans en tant qu'auteur-compositrice, mais si je dois faire un résumé de tout ça, c'est vraiment le fait d'avoir tenu aussi une ligne par rapport à qui je suis, par rapport à ce que j'estime être bon pour moi. Souvent, je dis, je pars d'une démarche très égoïste qui part de l'intérieur pour aller vers les autres. Je ne peux faire que ce que je suis et ce que je sais faire, finalement. Célina, votre première sortie, votre première tournée musicale, quand était-ce et quels souvenirs gardez-vous? Alors ma première tournée à l'international, ça s'est passé dans les Émirats arabes parce que l'Office du tourisme de Genève et de Zermatt faisait des opérations marketing. Ils cherchaient un ou une accordéoniste et ils sont venus me proposer de le faire. Et j'ai dit ok, je viens, mais je chanterai mes chansons. Et du coup, on est parti une première fois, ça s'est super bien passé. On est parti une deuxième, une troisième fois. Et quand je suis rentrée, j'ai pris un billet pour Montréal. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier manager qui s'est occupé de moi pour l'Amérique du Nord. En l'occurrence, Dan Berman, qui était donc ce manager, travaillait à ce moment-là pour l'agence Spectra, qui est une des grandes agences de Montréal. Et du coup, j'ai pu faire les Francopholies. Suite à ça, très vite, je me suis retrouvée à représenter la Suisse au Jeu de la Francophonie. J'étais la première représentante culturelle suisse au Jeu de la Francophonie. Du coup, là, je suis vraiment rentrée dans ce monde de la francophonie. On a développé le concept ensemble à l'occasion d'une rencontre avec Boutros Boutros-Ghali, qui était à ce moment-là secrétaire général de la francophonie. J'avais un ami ambassadeur à Paris, Jean-Pierre, qui lui était très ami avec Boutros et qui, après avoir entendu ma chanson Ensemble, dit à Boutros, mais tu sais, Célina a composé une chanson qui reflète les valeurs défendues par l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que ça devrait être l'hymne de la francophonie. Et du coup, on a développé tout un concept à l'époque de Boutros et puis après avec le second secrétaire général, Abdou Diouf. Vous avez une manière de fonctionner, vous interprétez les chansons, enfin vous créez en fait une chanson. Est-ce qu'elles sont porteuses de messages, ces chansons? Est-ce que vous désirez apporter quelque chose, notamment sur le plan de l'amour, peut-être la paix, voire la non-violence? Alors encore une fois, hein, comme je disais avant, je suis très très instinctive. Donc le moment où je compose, où j'écris mes textes, avec les années, j'ai un peu plus compris comment je fonctionnais et c'est un peu comme une méditation. En fait, je me mets à disposition de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce qu'on peut m'amener aussi au niveau énergie. Je sors jamais, je ne suis jamais sortie en fait de mon travail artistique. Ma vie privée, ma vie artistique est vraiment intimement liée puisque j'ai grandi vraiment avec ça. Donc je ne sais pas vivre autrement. Et c'est ce qui fait que pour écrire, je ne peux pas dire je vais parler de ça ou je vais parler de ça, ou à moins que ce soit une commande et que j'accepte de le faire, mais je me nourris vraiment de la vie de tous les jours. C'est votre ressenti du moment. Exactement. En fait. Parlez-moi d'une personne qui a joué un très grand rôle dans votre vie. Robert Goldman, qui est le frère de Jean-Jacques Goldman. Qui est cette personne ? Alors en fait, lorsqu'on a réarrangé le titre pour l'Organisation internationale de la francophonie, je cherchais un arrangeur. Et à ce moment-là, je pose la question à une amie à Paris qui travaillait à ce moment-là pour Sony BMG. Et je lui dis, est-ce que tu pourrais me trouver quelqu'un qui bosse sur cet arrangement? Et c'est comme ça qu'elle en a parlé à Robert. Robert a écouté la chanson, etc. Et c'est grâce à Robert que j'ai rencontré mon réalisateur qui s'appelle Christophe Battaglia, qui est la personne finalement que je devais rencontrer. Et qui s'occupe de l'enregistrement des arrangements de tous mes albums depuis des années maintenant à Paris. Vous deviez aussi rencontrer une personne qui vous a marqué, je crois, et qui a marqué
tout un grand public, puisque tout le monde aimait beaucoup Georges Moustaki, qui est devenu l'un de vos amis. En 2 mots, que gardez-vous de lui? Alors, ce que je garde de Georges, c'est d'abord une présence tout le temps, à chaque jour, et puis le fait que cette rencontre, qui n'était pas prévue, hein, on n'a pas prévu de se rencontrer, on s'est rencontrés en Bulgarie, et Georges est arrivé dans ma vie au moment où j'avais décidé d'arrêter de faire de la chanson. Parce que j'étais à une période où je me sentais en total décalage par rapport à ce qui se faisait et j'étais pas sûre d'avoir fait tout juste. Je me posais vraiment énormément de questions et quand on s'est rencontrés avec Georges, je me suis rendu compte que lui avait travaillé exactement de la même manière que ce que moi j'avais travaillé. Du coup, on s'est rendu compte de plein de similitudes, etc. Et vraiment, il m'a apporté à la fois une énergie nouvelle et bien évidemment une accréditation, puisqu'on a écrit ensemble la lettre à Monsieur Moustaki. Cette chanson. Ça, c'est extraordinaire. Et vous avez d'ailleurs, vous êtes produite à la salle de l'Olympia, qui est une salle mythique. Alors, il s'est produit à 2 reprises. Mais vous aussi, puisque vous étiez... Alors oui, mais je serais prétentieuse de dire je me suis produite. Mais par contre, c'était très très beau. Effectivement, on a fait 2 soirs à l'Olympia de Paris. Et moi, j'arrivais dans son spectacle en chantant cette chanson qu'on a écrite ensemble au milieu de son spectacle, qui est cette chanson qui dit « Comment vous l'écrire, comment vous le dire, le geste timide ». La plume livide, j'essaye en vain, rien ne vient peut-être bien, que cette lettre, cette missive ne sert à rien. Et en fait, cette chanson qu'on a écrite ensemble, c'est vraiment cette lettre qui n'est jamais arrivée. Enfin voilà, ce serait très très long à raconter, mais c'est ce début de chanson que j'écris et c'est cette fin de chanson que lui écrit. Donc c'est à la fois un hommage à sa chanson qui s'appelle Les Mères Juives, un hommage à l'artiste, un hommage à cette rencontre. Une rencontre merveilleuse, il faut bien le reconnaître. Et puis, vous avez fait de la filmographie, vous êtes actif dans la filmographie, dont la cour de création avec et de Francis Cabrel. Alors effectivement, Francis Cabrel a ses ateliers à Stafford et à l'occasion, je crois que c'était pour fêter les 15 ans de ses ateliers, il a voulu faire une version un petit peu spéciale et du coup il a choisi un certain nombre d'auteurs-compositeurs qui sont tous des auteurs-compositeurs confirmés, qui ont travaillé pour de grandes vedettes. J'ai d'ailleurs beaucoup appris sur cette session. Et il avait envie de faire un film pour montrer ce qui se passe dans ses ateliers. Donc du coup, j'étais dans ses compositeurs, et du coup, on a composé dans une des chansons qu'on a composées avec un garçon qui s'appelle Jérôme Musiani, qui s'appelle Emmène-moi là-haut, qui est devenu le générique de ce film qui s'appelle La Cour de création, réalisé par Patrick Savet. Une belle personne, Francis Cabrel aussi. Très très belle personne, bien sûr, oui, bien sûr. Pour vous, c'est quand même réjouissant de rencontrer de telles personnalités de la chanson française qui ont d'ailleurs un écho extraordinaire depuis des années. Alors bien sûr que c'est un privilège à chaque fois et c'est à chaque fois l'occasion de pouvoir énormément apprendre, soit au niveau justement de la chanson, de la composition, soit au niveau de comment ces gens se comportent aussi et comment ils ont développé leur carrière. Il faut savoir qu'aujourd'hui le milieu de la musique a énormément changé. On ne travaille plus aujourd'hui de la même façon qu'on travaillait il y a 30, 40 ans en arrière. Je ne suis pas sûre que j'aimerais commencer ma carrière aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de démarrer une carrière aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Vous avez démarré une carrière musicale, mais il faut le savoir, et je crois que les personnes qui vous connaissent eh bien, se réjouiront de ce que je vais dire. De 1995 à 2017,
vous avez joué en qualité de comédienne, peut-être en solo, même avec d'autres comédiens. Vous avez d'autres qualités également, pas seulement dans la musique. C'est assez extraordinaire. En tout cas, là aussi, c'est un bel apprentissage. J'adore effectivement apprendre à jouer la comédie. Alors là, du coup, je pars dans quelque chose d'autre où j'accepte finalement de ne plus être en phase avec qui je suis tous les jours. Concession que je ne fais pas dans la chanson. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir jouer avec des gens comme Zoé Petit Poisson, dernièrement avec Jean-Pierre Gosse, avec Sarah Barman, avec Fred Mudry, et à chaque fois c'est vraiment pour moi un apprentissage et un vrai bonheur que de pouvoir... Et puis je sors de ma zone de confort, clairement. Vous êtes une créatrice quelque part, vous avez toujours envie d'avancer pour innover. Alors à fond, et ça c'est vraiment lié à mon enfance. Je me rappelle d'un moment très précis où j'ai senti quelque chose au fond de mon ventre qui me disait mais finalement la vie c'est ça quoi. C'est tant que tu auras envie d'inventer, tant que tu auras envie de créer des projets, et la vie elle t'amènera le bonheur que je ressens chaque jour. Vous êtes, on peut le dire, multitalentueuse, vos qualités artistiques sont indéniables, prodigieuses, vous trouvez toujours le temps d'innover, c'est absolument remarquable, mais également, et je crois qu'on doit le dire ici, votre engagement social est surtout tourné vers les milieux de l'enfance. En 2 mots, que faites-vous ? Alors c'est vrai que par rapport aux enfants, je suis convaincue que pour que le monde change, on doit pouvoir donner un maximum d'amour à nos enfants. C'est eux qui changeront les choses. Du coup, quand j'ai l'opportunité de pouvoir le faire, effectivement, je soutiens certaines causes. Il y a eu notamment un vidéoclip qu'on a fait il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Qui sommes-nous ?», qui a été fait à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de la Convention des droits de l'enfant. Je crois que peu après, il y a eu la Fondation Force pour laquelle on a fait une chanson qui s'appelle « J'ai besoin de toi », que j'ai écrite et qu'on chante en duo avec Henri Dess. Et puis, plus proche de nous, il y a eu l'association Patouche. On a créé une chanson du même nom pour parler justement des violences physiques et psychologiques. En tout cas, c'est un bonheur que de vous avoir accueilli aujourd'hui. Juste en 2 mots encore, quelques projets, j'imagine. Alors oui, des tonnes. Dans les projets les plus rapides, on prépare un spectacle avec le violoniste Anthony Fournier et l'accordéoniste Yves Moulin. C'est un spectacle entre théâtre et musique. Il y aura de l'humour, alors ça on n'est pas sûr, mais quand même. On le présentera à partir du mois de novembre au Théâtre Comico à Sion. Je prépare aussi notre 9e album qui sortira vraisemblablement au printemps 2021. Et puis on vient de lancer la deuxième édition de Chansons sur scène qui est tirée de l'école de la chanson qu'on a fondée il y a 3 ans avec le docteur Clara Cliva. Vous êtes increvable, quoi. Vous y allez, hein ? Ouais, pour le moment, ça va bien. Alors dites-moi, on ne peut pas se quitter ce soir sans avoir encore une interprétation qui va nous faire plaisir. C'est un titre que vous avez choisi. Lequel ? Alors j'ai choisi le Grand 8. On se réjouit de vous écouter. Et puis merci de nous avoir permis de découvrir quelques pages de votre vie, Céline Aramzawar. Merci à vous. Merci. Mon énergie déploie ses ailes à l'infini. Tu dis du temps qu'il est si court et pourtant il dure toujours. Sur le grand 8, l'éternité entre rêve et réalité. Le vrai, le faux n'existe pas, l'invisible a pris le pas. Et tout ce que je ne saurai jamais, peut-être que tu me l'apprendras. Et tout ce que je n'aurai pas fait, peut-être qu'ensemble on le fera. Sur le grand 8, je fais au mieux pour faire encore briller tes yeux. Aussi infime soit mon présent, qu'il soit gravé, j'y crois vraiment. Sur le grand 8, l'humanité a pris de l'âge des années. Pourtant chaque instant d'énergie de sa magie nous rajeunit. Et tout ce que je ne saurai jamais, peut-être que tu me l'apprendras. Et tout
imaginaire. Je sais qu'on s'est déjà croisé, peut-être ailleurs ou sur terre. Sur le grand vide, je m'habitue à voyager dans l'univers, visiter ces mondes inconnus, à l'endroit ou à l'envers. Et tout ce que je ne saurais jamais, peut-être que tu me l'apprendras. Et tout ce que je n'aurais pas fait, peut-être qu'ensemble on le fera. Sur le grand vide, je suis la vie, comme un oiseau tombé du nid, perdu dans ce monde mis à nu. Je me balade dans tes rues. Sur le grand vide, tout est possible. J'ai dessiné sur le trajet la liberté d'être sensible, la passion, l'humilité. Et tout ce que je ne saurais jamais, peut-être que tu me l'apprendras. Et tout ce que je n'aurais pas fait, peut-être qu'ensemble on le fera.